Bonjour et bienvenue sur ma chaîne que j'espère dédiée au contenu littéraire parce que ça fait longtemps au fait que je regarde des youtubeuses comme Anastasialite ou Nabolita et que je me dis que, étant donné que la littérature est également une passion que j'ai et que je trouve que c'est du contenu qui manque quelque peu à YouTube, j'avais envie au fait de créer un espace où je pouvais partager mes lectures et en parler avec vous. Donc c'est la toute première vidéo de ma chaîne, donc vraiment bienvenue, merci de regarder, de passer du temps avec moi. Et je sais que la plupart des youtubeurs disent qu'ils regardent avec beaucoup de malaise leur première vidéo, donc je me demande si dans une année, une version de moi du futur va regarder cette vidéo et être absolument mal à l'aise. Mais bon, trêve de bavardage, j'avais envie de passer directement aux œuvres que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont des œuvres que j'ai lues pendant le confinement, ou plutôt le semi-confinement que l'on a eu ici en Suisse, et qui sont 5 œuvres de Zola, des Rougon-Macquart, que j'ai lues ou que j'ai relues pendant cette période un peu particulière. Donc le premier roman dont j'avais envie de parler, c'est donc Le Ventre de Paris de Zola, qui ne fait pas partie de mes relectures dans cette série de romans, mais qui était vraiment une première lecture. Je ne connaissais pas du tout cette œuvre avant de me lancer dedans. Tout ce que je savais, c'était que ça se situait dans les Halles de Paris, qui ont fermé en 1969, et donc que beaucoup de personnes appréciaient ce contexte historique. Et je dois dire que j'ai vraiment adoré ce roman. J'ai accroché très rapidement, je trouve qu'il y a un dynamisme dans le style de Zola, qui a fait que tout de suite j'ai été précipitée dans ce contexte des Halles. Et le personnage principal, ça raconte l'histoire de ce personnage de Florent, qui échappe au bagne en Guyane où il a été envoyé par erreur et se retrouve dans un Paris transformé, dans le Paris des Halles, qui sont immenses, qui lui paraissent comme gigantesques. Et c'est là vraiment où l'idée du ventre de Paris rentre en action, parce que c'est un endroit où l'activité humaine est constante, où il y a vraiment un flux de marchandises, des maraîchers qui viennent de partout de France afin d'écouler leur stock de légumes, de fruits. Il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des objets aussi du quotidien qui sont vendus là-bas. Et le contexte du roman m'a vraiment prise avec lui dès les premières pages. Et ensuite l'histoire de Florent qui va retrouver son demi-frère Quenu, qui tient une boucherie avec sa femme Lisa. Et donc on va voir l'opposition entre Florent, qui est plutôt un opposant politique, et Lisa, qui est elle une commerçante du Second Empire. Et ça nous met vraiment dans un contexte que j'ai trouvé d'une très grande richesse, parce qu'on a l'aspect commercial des Halles, on a l'aspect politique, au fait, la réalité de la vie des commerçants, les inégalités sociales de l'époque. Une idée centrale du roman, c'est vraiment la distinction qu'il y a entre les gras et les maigres. Donc Florent, bien évidemment, lui, est dans la catégorie des maigres. Il a vécu beaucoup de privations lors de son échappée de Guyane, et il se retrouve au milieu de ces commerçants bien heureux en quelque sorte, qui eux appartiennent à la catégorie des gras, qui sont même fiers d'avoir de l'embonpoint, qui sont fiers de leur ascension sociale. Et Lisa fait partie notamment de cette catégorie. Et il y a ces passages très marquants, ces passages qui sont extrêmement sensoriels, où on accompagne Florent dans des boutiques, donc bien sûr dans la boucherie de Lisa, mais également dans des fromageries ou près ou dans les Halles, tout simplement, là où il y a les marchands qui écoulent leurs légumes. Et on ressent ce décalage qu'il y a entre le personnage et toute la nourriture qui est vendue, et cette dimension extrêmement sensorielle du roman, en fait. On sent une différence profonde, on se fait prendre dans ces descriptions de fromage, de viande, de poisson. Ça en devient presque un peu... ça nous amène presque à la nausée quelquefois. Et je me souviens qu'il y a une scène, notamment dans une fromagerie, qui m'a beaucoup marquée. Ensuite, on remarque également au fait le thème de la délation, qui devient central au roman, puisque Florent est un opposant politique. Et on ressent le regard très critique de Zola sur pourquoi les gens dénoncent, au fait, qu'est-ce qui pousse
ces gens qui se considèrent eux-mêmes comme des personnes hautement morales. Lisa, par exemple, elle est convaincue d'être fondamentalement une bonne personne, qui a les idées en place, qui fait bien les choses dans la vie. Et c'est peut-être au fait cette complaisance par rapport à leur statut qui les amène à faire le pire. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est un roman que je vous incite vraiment à découvrir. C'est un roman haletant qui vous permet de découvrir une partie de l'histoire de Paris qui a disparu puisqu'en 1969 les halles ont été transférées en banlieue. Qui vous permet de découvrir comment ça se passait pour les opposants politiques du Second Empire, qui vous permet de découvrir au fait le début du capitalisme en France à l'époque. Et c'est un roman que j'ai trouvé absolument merveilleux. Et à noter également que Zola nous offre une vision extrêmement moderne du sort des animaux. On sent une très très grande sensibilité de Zola, puisque bien évidemment Lisa tient une boucherie, mais dans les halles on abattait directement plein d'animaux différents. On sent véritablement de sa part un regard de compassion qui est très très moderne pour son époque. On ressent cette vision et cette idée que le sort des cruels des animaux ne peut pas être séparé au fait de la cruauté qui existe envers les humains. Qu'il n'y a pas une séparation, une hiérarchisation extrêmement forte entre des pigeons qui sont élevés dans des conditions absolument abominables et des opposants politiques comme Florent, ou tous les vagabonds, tous les enfants qui doivent vivre dans les halles, qui doivent voler de la nourriture pour survivre. Donc je vous recommande très fortement ce roman. Alors, ensuite je me suis tournée vers L'Assommoir, qui était une relecture, qui est aussi peut-être l'œuvre de Zola la plus connue, peut-être avec Germinal, mais en tout cas une des œuvres phares des Rougon-Macquart. Et je me souviens en fait l'avoir lu quand j'avais 14 ou 15 ans et avoir trouvé quand même la lecture un peu ardue. Je me souviens que c'était ma première lecture de Zola et j'avais eu un peu de la peine à rentrer dedans, même si après j'avais été totalement prise dans l'histoire de Gervaise. Et maintenant, à travers ma relecture, je me suis aperçue qu'en ayant des outils supplémentaires, en m'étant familiarisée un peu avec l'œuvre de Zola, c'est là où j'ai pu réellement apprécier cette lecture d'une manière qui m'était inconnue auparavant. Donc, est-ce qu'on peut encore présenter L'Assommoir tellement c'est une œuvre phare de la littérature française? On suit l'histoire de Gervaise qui va tenter de vivre avec sa petite buanderie et de son mari Coupeau, qui est un ouvrier zingueur. Et on suit leur petite ascension et on suit leur très longue et très pénible et très profonde chute. Donc ce n'est pas un roman qui est particulièrement... ce n'est pas du tout un roman de l'espoir, c'est vraiment un roman de la chute. Donc on a tout d'abord cette chute de Coupeau qui va catalyser, qui va lui causer un problème à la jambe et l'empêcher de travailler, mais qui va aussi catalyser les événements du roman, puisque c'est cette chute qui amène les personnages dans la pauvreté, et c'est la pauvreté qui fait tomber les personnages dans l'alcoolisme et la déchéance. Et c'est ça peut-être qui rend cette œuvre difficile à lire, c'est la lenteur, le rythme. Et je ne dis pas ça pour critiquer, parce que le rythme retranscrit très bien la pénibilité de la vie de Gervaise. On se sent totalement pris, on espère pour elle, on espère tellement. Zola nous fait tellement espérer pour elle, nous fait vraiment, j'avais vraiment envie qu'elle réussisse à sortir de sa condition. Or, malheureusement, les choses ne se passent pas du tout comme ça. Et au contraire, Gervaise va petit à petit revenir à un état, tomber dans un état qui est bien pire que celui dans lequel elle était au début du roman. On suit ses humiliations, on suit la perte de ses êtres les plus chers, on suit la perte de son état mental, de son état physique également. Et ça nous, c'est un roman presque documentaire incroyable sur la pauvreté profonde, donc sur vraiment la pauvreté qui impacte la capacité qu'a une personne à se nourrir, à se loger, à se tenir en bonne santé. Et on voit au fait les côtés les plus sombres des milieux ouvriers de l'époque qui doivent subsister sans protection sociale aucune, c'est-à-dire que Coupeau, son accident, ça le ruine totalement dans son activité d'ouvrier. Et l'alcool devient pour ces ouvriers la seule source de plaisir possible, parce que c'est une source, il explique très bien dans le roman que les ouvriers
avant de se payer, de s'offrir de la nourriture à chacun, ils s'offrent de l'alcool. Donc c'est quelque chose qui est très facilement accessible et qui devient l'unique échappatoire pour ces ouvriers à la dureté de la vie, en fait. Les 100 et 200 dernières pages sont une chute extrêmement pénible, difficile à lire, non pas en raison du style ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a tellement envie de pouvoir aider Gervaise, on se sent vraiment en connexion avec elle. Zola écrit très bien ses personnages féminins par ailleurs, et Gervaise en est un exemple. On a envie de lui tendre la main, on a envie de la sauver, mais on comprend que ce n'est pas possible et on est forcé de regarder vraiment comment sa vie bouscule et tourne pour le pire. C'est un ouvrage incroyable et je pense que c'est un classique pour une raison. Je pense aussi que peut-être comme première lecture de Zola, je conseillerais un autre roman, en fait, quelque chose peut-être de plus abordable et pas forcément de plus ou moins joyeux, mais qui évoque moins le désespoir profond de ces personnages. Et, mais c'est une claque ce roman, c'est vraiment une énorme claque. On ressent chaque instant de la vie de Gervaise et rien que pour ça c'est une œuvre totalement incroyable et dont je vous recommande fortement la lecture. Voilà, alors après la trêve que m'a un peu donnée au bonheur des dames au niveau des thématiques abordées, je suis repartie dans du sérieux avec Germinal, que je connaissais, que j'avais déjà lu il y a quelques années, qui m'avait donné une claque la deuxième fois, qui m'en a donné une autre, qui m'a donné une claque la première fois, pardon, qui m'en a donné une autre la deuxième fois. C'est vraiment pour moi le chef-d'œuvre de Zola, il n'y a rien à dire. Autant c'est vraiment l'apothéose, à mon avis, des thématiques que Zola cherche à couvrir, de son travail de documentation, du style naturaliste. Et autant il y a un côté véritablement humain derrière l'analyse, l'analyse sociale, l'analyse presque anthropologique des relations humaines. Il y a ce côté social et humain extrêmement fort qui en ressort. Donc on suit Étienne Lantier, qui est le fils de Gervaise de l'Assommoir, qui est récemment chômeur et qui va dans la ville de Montsou, au nord de la France, afin de rentrer dans les mines, où il trouve du travail. Le travail dans les mines se passe dans des conditions absolument épouvantables. Zola fait des descriptions extrêmement complètes de la pénibilité de ce travail, des conditions absolument horrifiantes des ouvriers qui en ressortent seulement pour dormir et qui retournent dans les mines. Encore une fois, également des conditions pénibles par ailleurs des chevaux qui travaillent beaucoup dans les mines et qui sont tout aussi exploités que les hommes, pour revenir sur ce que j'avais dit sur le ventre de Paris. Et on suit l'histoire d'Étienne qui rencontre et qui se loue avec Catherine. C'est absolument horrifiant. C'est une lecture magnifique, le style est magnifique, on se l'entend. Mais les événements qui sont narrés dedans, c'est donc les débuts d'une organisation syndicale, d'une révolte des ouvriers, les conditions de travail, la pénibilité, le mépris des bourgeois, la difficulté à organiser la vie politique font que c'est une lecture qui est parfois extrêmement difficile, tellement il y a vraiment un côté damné de la terre qui ressort dans cette œuvre. Et en même temps, on en revient à une idée qu'il y a une victoire inévitable des ouvriers, les ouvriers en sont conscients. C'est vraiment une période où la conscience collective mettait en évidence que les ouvriers devenaient de plus en plus éduqués malgré leurs conditions de travail pénibles et qu'ils savaient que leur victoire était inévitable à cause du fait qu'ils étaient notamment en beaucoup plus grand nombre que les patrons. C'est quand même une victoire qui est avortée dans le cas du roman et qui se termine absolument en tragédie. Mais quelle lecture, c'est vraiment un ouvrage que je peux vous recommander. C'est prenant, ça vous apprend tellement de choses, ça aide à tisser des liens passionnés avec les personnages, ça va vous prendre tout comme l'Assommoir, et je comprends pourquoi il est péré, parce qu'il y a ce lien familial évident des relations entre Gervaise et Étienne, et puis également de l'exploration des conditions ouvrières, sauf que celui-là est au nord de la France et non pas à Paris,
mais c'est une lecture qui vous prend aux tripes. Et moi, je me souviens que j'avais des fois de la peine à aller dormir le soir après cette lecture, tellement c'était... toutes les horreurs qui peuvent arriver se produisent dans ce roman. Mais c'est une réalité qui a existé, qui existe encore dans de nombreuses parties du monde. Et ça vous fait réfléchir au fait à tous ces combats qui ont vraiment eu lieu, sur lesquels nous nous reposons aujourd'hui. Et je pense pas qu'on puisse lire Zola très honnêtement sans le côté social, qui est peut-être beaucoup mis en avant dans cette vidéo. Mais tout simplement, on se rend compte que rien ne nous a été donné et que tout a été source de combats extrêmement virulents entre ouvriers et patrons. Donc si vous voulez une réflexion complète sur les conditions des ouvriers, les conditions dans les mines au nord de la France, une histoire d'amour tragique malheureusement, je vous conseille fortement cet ouvrage. Encore une fois, peut-être comme première lecture de Zola, je ne sais pas, quoique je le trouve quand même plus abordable que l'Assommoir personnellement, mais c'est encore une fois un ouvrage que vous devez absolument lire une fois dans votre vie. Que vous soyez français d'origine ou non, ça n'a rien à voir, car l'histoire qui est narrée est tellement internationale et tellement quelque chose qui s'est produit partout dans le monde qu'on ne peut pas passer à côté. Pour conclure ce ridaton de Zola, je me suis tournée vers La Bête humaine. Encore une fois, c'était une première lecture, non pas une relecture, et qui m'a beaucoup surpris. Pourquoi est-ce qu'il m'a surpris? Parce que j'ai eu beaucoup de peine à rentrer dans le roman, en fait. Donc, un des personnages principaux de ce roman, c'est Jacques Lantier, qui est un mécanicien de locomotive, qui est le frère d'Étienne, le fils de Gervaise. Mais ça ne commence pas du tout avec lui. Ça commence avec Séverine Roubaud et son mari qui commettent un meurtre. Donc, ça s'ouvre avec ce meurtre. Et au fait, à vrai dire, pour quelqu'un, peut-être c'est parce que je n'aime pas du tout le roman policier, mais j'ai eu de la peine tout de suite à rentrer dans l'histoire. On comprend rapidement en fait ce qui va se passer, mais en même temps, ça m'a pas forcément donné envie. Or, cependant, une fois cette introduction passée avec le meurtre, que je trouvais quand même un peu longuette, parce que moi j'étais venue très honnêtement pour voir Jacques Lantier et voir des locomotives. Une fois qu'on arrive, une fois passé ce passage principal et qu'on arrive dans le cœur de l'histoire où on rencontre vraiment Jacques et ses relations humaines et sa relation avec sa locomotive, c'est absolument passionnant. Parce que, donc vous l'aurez peut-être remarqué que dans Zola, il y a cette constance de créer, d'humaniser certains espaces ou certains objets. Donc dans Bonheur des Dames, c'est les grands magasins. Dans Germinal, c'est la mine qui est comme un animal qui mange et qui recrache les hommes. Ici, le titre vous le dit directement, la locomotive, c'est une bête humaine. Jacques, il l'aime comme il aime une femme. Il a des problèmes relationnels avec les femmes à cause de cette relation avec sa locomotive. Et Jacques, ce n'est pas forcément un personnage tout à fait sympathique. Vous le verrez si vous lisez l'œuvre, pardon. Si vous lirez, magnifique. Si vous lisez l'œuvre, il est obsédé par la mort, il est obsédé par la violence, il est obsédé par le meurtre. Il a une relation totalement malsaine avec Séverine. Mais c'est ce roman, c'est le roman déjà qui a un petit côté policier que personnellement je n'apprécie pas forcément, mais qui je pense peut beaucoup intéresser certains, mais qui crée ce rapport passionnant entre Jacques et sa machine justement, et qui nous montre les débuts des chemins de fer. C'est un réel hommage au métier, au fait de mécanicien, et surtout aux mécaniciens qui travaillaient avec les locomotives à vapeur. J'ai adoré encore une fois ce roman. Je crois que je dois encore trouver un roman de Zola que je n'aimerais pas. Je me dis que peut-être si je n'aimerais pas quelque chose, ce sera la trilogie des villes avec Paris, Lourdes, Rome. Peut-être ça me plaira un peu moins. Mais les Rougon-Macquart, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Une très grande diversité qui illustre bien ce roman par ailleurs. Donc si vous voulez du meurtre, si vous voulez de la locomotive, si vous voulez une histoire passionnante justement qui utilise les espaces qui sont donnés entre Paris et le nord de la France, parce que ça se passe beaucoup dans un petit bourg de croisement de train qui s'appelle la Croix de Montfrat, la Croix de Malfrat.
enfin un endroit qui a un nom absolument sinistre et qui met bien en place les idées de meurtre qui vont être au centre. Croix de Maufras, voilà, je l'ai retrouvé, qui montre bien l'histoire de meurtre qui va se mettre en place dans ce roman. Donc encore une fois, une très grosse recommandation. Et voilà, c'est tout ça pour vous dire que les œuvres de Zola sont diversifiées et que tout le monde peut y trouver sans aucun doute chaussure à son pied. Le style est également incroyable, hein, ça ne change rien. Toujours dans le descriptif, toujours dans la réalité. Toujours une belle description, je trouve, du psychologique humain, parce que, mine de rien, la bête humaine, je l'ai trouve extrêmement psychologique. On est très souvent dans les pensées de Jacques ou de Séverine. Donc, et également cette idée donc, de la prédestination qui est présente dans l'Assommoir, qui est présente dans Germinal, qui est présente ici, de Jacques qui aurait cette faille en lui et qui se retrouve porteur du titre de meurtrier qui lui serait presque héritier. Et alors si au début du ventre de Paris nous étions un peu plus au début du Second Empire, nous sommes également ici à la fin du Second Empire et c'est un contexte politique extrêmement intéressant qui montre la décadence du tournant du siècle et en quelque sorte l'apogée du cycle des Rougon-Macquart. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. J'espère que cela vous a surtout donné envie de découvrir ou peut-être de redécouvrir Émile Zola, parce que je sais que c'est une lecture que beaucoup de personnes font dans le cadre du lycée ou du collège. Et une fois, quand une lecture est forcée, c'est pas forcément toujours facile d'y revenir si on a des mauvais souvenirs. Mais je trouve que le style de Zola reste extrêmement moderne, reste extrêmement abordable et surtout qu'il y a une variété immense d'œuvres à découvrir et que c'est un de ces auteurs vers lesquels revenir fait beaucoup de bien. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt parce que j'ai envie de partager beaucoup de choses sur cette chaîne et j'espère que vous serez là pour les voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.